Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se rapproche à grands pas de Roland-Garros et des Jeux Olympiques. Mais avant cela, les joueurs et joueuses peaufinent leur préparation sur terre battue et vont notamment essayer d'éviter les blessures, car on en a vu pas mal la semaine passée avec Yannick Sinner, Daniil Medvedev et Lehecka. Dans cet épisode, on aura les top flops du Masters 1000 de Madrid, un focus sur le business juteux hors terrain dont certains bénéficient, et on finira par la preview du Masters 1000 de Rome qui commence dès ce mercredi. Côté top, le Canadien Félix Auger-Aliassime, seul non tête de série à être présent dans le dernier carré, il a fait mieux, il va en finale. Tonton Félix a fait un superbe tournoi, vraiment des gros services, des bons enchaînements vers l'avant, un match très bien maîtrisé notamment en huitième de finale contre Casper Ruud. Ensuite, il a su profiter d'un tableau favorable avec des blessures et abandons pour se glisser en finale, où il a perdu de justesse. Il a fait une belle remontée au classement ce lundi en gagnant 15 places, il est désormais numéro 20 mondial. Important ce classement car ça lui permettra d'être tête de série dans les prochains tournois et donc de bénéficier de tirages au sort sur le papier un peu plus aisé. Second top, son adversaire en finale, Andrei Rublev. Je suis très content de le mettre dans cette catégorie car depuis le début de cette chaîne, le Russe ne gagnait plus un match, pire il ne gagnait pas un set, mais la magie du tennis a opéré. Je ne sais pas vraiment ce qu'il a changé en interne, mais en tout cas ça a bien marché car à Madrid je l'ai trouvé vraiment très calme sur le terrain, ce qui est surprenant dans le sens positif du terme quand on connaît le joueur. En tout cas, ça lui a permis de gagner ce tournoi, ce Masters 1000 de Madrid, et de gagner 2 places au classement, et d'être numéro 6 mondial ce lundi. Côté flop, pas un joueur cette semaine ni une joueuse, mais l'organisation du tournoi de Madrid. 2 faits rapidement pour illustrer le niveau vraiment très moyen de l'organisation. Le premier, c'est la répartition des matchs. Dans le tableau masculin, il y a les 8 huitièmes de finale, et les 8 se jouent le même jour. Là, je comprends pas trop pourquoi, alors qu'ils auraient pu faire 4 matchs un jour et 4 matchs le lendemain. Car en jouant 8 matchs le même jour, du coup, le surlendemain, tu n'as plus qu'un match programmé sur toute la journée. C'est un peu l'enfer pour les spectateurs sur site et les téléspectateurs. Mais ce qui m'a dérangé le plus dans l'organisation, c'est ce qui s'est passé en huitième de finale. Afin de pouvoir mettre Rafael Nadal en session de nuit et en prime time, ils ont décidé de faire jouer en même temps dans l'après-midi à 15h la tête de série numéro 1, Yannick Sinner, sur un court, et la tête de série numéro 2, Carlos Alcaraz, sur un autre court. Ça n'arrive jamais dans le tennis que la tête de série numéro 1 et tête de série numéro 2 jouent en même temps déjà. Eurosport donc ne peut diffuser qu'un seul des 2 matchs. Il décide de passer l'espagnol car j'imagine le tournoi était en Espagne. Donc en plein après-midi, ce jour-là, personne n'a pu voir une seconde du match de Yannick Sinner. Le gars est tête de série numéro 1, c'est le meilleur joueur du monde de tennis et tu ne peux pas le voir à la télé. Voilà, ça c'est quand même assez incroyable et ça se passe de commentaires, je pense. Allez, on va passer au point focus du jour. Le tennis est l'un des sports les plus lucratifs tant grâce aux revenus générés sur le court qu'en dehors. C'est l'un des sports où l'écart de revenus entre les hommes et les femmes est le moins important. Le tennis féminin attire notamment des investisseurs de haute volée comme le fonds d'investissement CVC Capital qui a mis 150 millions de dollars l'an passé sur la WTA. Vous ajoutez à cela l'exposition médiatique croissante auprès du grand public grâce à la série Breakpoint sur Netflix notamment et vous avez un sport qui se porte quand même pas mal. Selon le célèbre magazine Forbes, 9 des 10 athlètes féminines les mieux payées en 2023 sont des joueuses de tennis. Pour la suite de ce point focus, je vais me focaliser sur les revenus générés hors du court par les joueurs et joueuses. Ces revenus comprennent majoritairement les sponsors, mais pas seulement. En effet, les joueurs et joueuses investissent dans l'immobilier et dans des sociétés. Ils peuvent toucher des dividendes également. Côté sponsor, qui reste la source majeure de revenus hors terrain, il y a 3 grandes catégories selon moi. Première catégorie, les raquettes et le cordage. Seconde catégorie, les marques de vêtements où là, il y a 2 cas. D'un côté, il y a les marques qui sont connues comme étant spécialistes du sport comme Nike, Adidas, pour en nommer certaines. D'un autre côté, on a les marques de vêtements moins connues historiquement pour être associées au sport, mais qui se font petit à petit une place comme Boss avec Taylor Fritz ou Kayani avec Ons Jabeur. Pour votre information, Kayani, c'est une marque créée récemment par le fonds d'investissement public saoudien, afin notamment de promouvoir l'amélioration de la santé des femmes. Donc il y a des avantages et inconvénients dans les 2 cas. Je vais juste citer une différence majeure. Si tu as un partenaire mondialement reconnu dans le sport et qui sponsorise beaucoup d'athlètes comme Nike et Adidas, en tant que joueur, tu auras sûrement moins de flexibilité sur le choix des prochaines créations de lignes de vêtements et chaussures. À l'inverse, si tu as un partenariat avec une marque moins en vue dans le sport et par corrélation possède peu de joueurs dans son portefeuille comme Boss ou Kayani, alors la marque en fera beaucoup plus pour toi. Tu deviens vraiment un ambassadeur de la marque et au-delà de l'aspect financier, tu auras plus de flexibilité sur le design de ton propre équipementier et ça a de la valeur pour beaucoup de joueurs.
Troisième et dernière catégorie de sponsors, on a les marques d'accessoires qui ne sont pas directement liées au sport, avec les montres et des sacs de luxe comme Rolex avec Federer ou Gucci avec Yannick Sinner. Côté chiffres maintenant, Iga Swiatek, numéro 1 mondial, a gagné environ 22 millions de dollars en 2023, 10 millions sur le terrain et 12 millions en dehors du terrain. Donc elle gagne plus de la moitié de ses revenus à l'extérieur du court. Novak Djokovic, numéro 1 mondial en 2023, a gagné environ 38 millions de dollars, sur le terrain environ 13 millions de dollars et à l'extérieur du court 25 millions. Donc il gagne presque le double à l'extérieur du court, Novak. Pour illustrer encore plus l'importance des revenus hors terrain, je vais prendre deux autres joueurs qui n'ont pas joué en 2023. Naomi Osaka, la japonaise qui a eu son premier enfant l'année dernière et donc elle n'a pas joué de la saison. Néanmoins, elle a gagné 15 millions de dollars en 2023 en ne jouant pas un match grâce à ses revenus à l'extérieur du terrain. Et pour finir, je ne sais pas si c'est le GOAT du tennis, mais en tout cas c'est le GOAT du business, Roger Federer. En 2023, alors qu'il est à la retraite, le Suisse a gagné environ 95 millions de dollars hors des cours, et tout cela sans jouer au tennis. Il a gagné 10 fois plus dans sa carrière à l'extérieur du terrain, alors que c'était quand même un pas mauvais joueur, on va dire. C'est un bon joueur, quoi. Je n'ai même pas évoqué Serena Williams qui, malgré le fait qu'elle soit à la retraite, fait une seconde carrière de businesswoman incroyable, avec de nombreux investissements bien sentis qui lui rapportent beaucoup aujourd'hui. Petite précision, les chiffres que j'ai donnés sont publics et ce sont des revenus estimés, pas ce que le joueur et les joueuses ont réellement à la fin dans la poche. En effet, il faut déduire de cela les impôts et les frais d'agent, car ces athlètes sont très souvent représentés par une ou plusieurs personnes afin de négocier ces contrats de partenariat. À noter que ce sont les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses du monde qui ont l'opportunité de bénéficier de ces sponsors très lucratifs. Les joueurs au-delà de la 100e place mondiale peuvent difficilement profiter. De plus, ce n'est qu'une très petite minorité qui gagne davantage en dehors du terrain que sur le terrain. Il y a des joueurs même du top 10 mondial qui sont plus bankable que d'autres. Aryna Sabalenka et Elena Rybakina, respectivement numéro 2 et 4 mondial, gagnent moins avec leurs sponsors par rapport à ce qu'elles gagnent sur le terrain. Hors terrain, Rybakina en 2023 a gagné 4 millions de dollars, pareil pour Sabalenka, 4 millions. Alors que, par exemple, Emma Raducanu, à elle seule, elle a gagné 16 millions de dollars juste en contrat de partenariat, alors qu'aujourd'hui, elle est au-delà de la 200e place mondiale. Cette dernière doit avoir d'ailleurs un très très bon agent. Et c'est aussi un aspect très important, le timing d'un deal et les qualités de ton agent peuvent faire une énorme différence pour les revenus générés hors du court par les joueurs. On en a fini avec le focus du jour, on va passer maintenant à la preview du Masters 1000 de Rome. Rome est le dernier tournoi important de préparation avant Roland-Garros. Chez les hommes, il est très très difficile à lire et prédire ce tournoi. Je pourrais trouver vraiment un argument en défaveur de chaque joueur majeur. Alcaraz est blessé et il est forfait, Sinner est blessé et il est forfait, Medvedev est blessé et très très incertain de jouer le tournoi, ce qui me dit que ça sera comme à Madrid, un tournoi très ouvert et les surprises sont vraiment possibles, mais comme c'est indécis, je vais miser sur une valeur très sûre dans la vie, Novak Djokovic. Il a fait l'impasse à Madrid et c'est l'un des rares joueurs du top 10 à ne pas être à moitié blessé, et puis c'est Novak Djokovic quand même. Côté féminin, pour le coup, je vois moins de surprises dans ce tournoi et à nouveau, les 3 meilleures joueuses du monde devraient se retrouver dans le dernier carré. Swiatek, Rybakina et Sabalenka. Je vais miser sur Iga Swiatek pour la victoire finale. Parce que sur terre battue, elle est très très difficilement jouable et je la vois vraiment là vient de gagner Madrid, je la vois gagner Rome, je la vois gagner Roland-Garros et je la vois gagner les Jeux Olympiques. Donc voilà. On en a terminé pour l'épisode du jour. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode sur cette chaîne. Ciao.